J'espère que dans ce déconfinement, Jean-Philippe, tu peux me démuter. Jean-Philippe. Oui, c'est fait, Yvan, c'est démuté. Désolé, il y avait un petit problème de clic. C'est bon. Pas de problème. Prise 2. Alors, bonjour à tous. J'espère que ça va bien en ce déconfinement. Et on est très heureux d'être avec vous encore une fois pour ce questions et réponses du 29 juin. Donc, c'est rendu quasiment une tradition là, depuis le début de la COVID. On fait ça, Jean-Philippe avait commencé, on le fait ensemble. Donc, salut Jean-Philippe, ça va bien? Yvan, ça va bien. Désolé pour le petit problème de micro, le petit problème de clic. Ça l'arrive. Oui, très content encore une fois. Là, comme on a dit, ça devient un peu une tradition avec depuis le COVID. Donc, très content de répondre à toutes vos questions, qu'elles soient débutantes, intermédiaires ou avancées. Ça nous fait plaisir. On est là pour vous. On est à votre service durant l'heure du midi. Excellent. Puis les gens, on espère que Jean-Philippe va être concentré là, parce que là, il s'est acheté une nouvelle Tesla. Puis là, il y a la tête juste à ça. Exact. On pense juste à ça, exact. C'est ce que tu as acheté. Pardon, Yvan? C'est ce que tu as acheté. Une Tesla Model Y, nouveau bijou, tout nouveau, tout beau. Donc, il ne devrait pas en avoir beaucoup. J'étais la 3e livraison au Québec. Puis, c'est un beau joujou avec autopilote. Donc, on s'amuse bien à la faire bouger tout seul. Donc, on s'amuse dans les centres d'achat, ce qu'elle vient de me chercher. En tout cas, on a bien du plaisir. Le petit ingénieur en moi et puis le petit gars en moi est bien content. Excellent. Après son immobilier qui est sur l'autopilote, il met son véhicule sur l'autopilote. Exactement. Donc, ouais, très content. Elle prend d'une sortie d'autoroute à l'autre. Donc, c'est vraiment plaisant à voir. Fait que voilà. C'était pour ma Tesla. Excellent. Hey, on a déjà 70 personnes. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu moins de monde aujourd'hui. Les vacances s'en viennent. On va quand même y aller avec une première question qu'on a reçue sur la page Pose ta question. Donc, ça vient de Cédric Fitcher qui demande pour Jean-Philippe, dans un contexte comme Montréal, comment faire un profit à l'achat si les vendeurs reçoivent des dizaines d'offres d'achat? Ça, j'adore ça. Quelle bonne question. Merci, Cédric. En fait, la plupart des gens, quand ils vont chercher des deals à Montréal, justement, ils vont chercher juste la nouveauté. Okay? Si on regarde MLS, parce qu'il y a plusieurs volets à ta question, Cédric. Donc, si on regarde MLS, donc là, sur Centris, en d'autres mots, les gens attaquent la nouveauté. Donc, ils demandent à leurs agents, envoie-moi la nouveauté, il y a un nouveau listing qui sort et les agents savent qu'il y a de la surenchère sur le marché, que le marché est très favorable aux vendeurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent les prix, donc ils font des prix très alléchants, ce qui font qu'on tombe en offres multiples. Puis là, il y a un combat qui se crée au niveau de la propriété. Mais ça, c'est la nouveauté. Mais commencez aussi à regarder qu'est-ce qui se fait, pas qu'est-ce qui se fait, mais plutôt mais les listings qui sont vieux de 3 semaines, 6 semaines, de 6 mois, même 12 mois. Et gardez en tête que c'est toujours des prix demandés, c'est pas des prix closés. Donc, c'est des prix affichés. Ça ne veut pas dire que ça va être à ce prix-là que ça va se vendre. Donc, peut-être que le vendeur a demandé trop cher pour sa propriété, il n'a pas pensé à baisser le prix. Puis là, vous pourriez faire une offre un petit peu plus agressive pour lui et ça pourrait fonctionner. Donc, ça, c'est MLS. Puis ensuite, il y a tout ce qui est hors MLS, qui est un monde de possibilités que malheureusement, les gens ne s'attardent pas trop. Hein, on dit dans le cours avec Yvan, on a le choix entre la voie difficile et la voie difficile, c'est-à-dire la voie difficile où est-ce qu'on s'en va sur MLS, où est-ce qu'on compétitionne avec tout le monde qui ne cherche pas hors marché, puis la voie difficile qui est le hors marché dans lequel on doit travailler et faire notre prospection nous-mêmes et approcher des vendeurs et demander s'ils sont intéressés à vendre. Mais une fois qu'on est là, on est tout seul en négociation avec le vendeur. Donc, tout ce qui est hors MLS, regarde ça, Cédric, et tout ce qui est en MLS, essaie de regarder peut-être qu'est-ce qui est listé, que c'est plus vieux. Donc, il pourrait peut-être avoir des opportunités là-dessus. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à bonifier, Yvan, là-dessus. Non, c'est très bien expliqué. Rien à ajouter là-dessus. Peut-être y aller avec Normand Fournel. Il dit qu'il est propriétaire d'un 4plex qui n'habite pas. Est-ce qu'il peut faire les rénaux lui-même? On va commencer par prendre ce premier segment-là de questions. Dans un immeuble que tu n'habites pas, Normand, by the book, tu n'es pas supposé de faire des travaux toi-même. OK, si je dis bien by the book. Évidemment, on n'enseigne pas des choses illégales, donc tu dois être en règle. OK? Donc, tu peux faire des travaux dans une maison que tu habites, mais pas dans un immeuble que tu n'habites pas. Et là, tu parlais sans tes vécus, mais là, je ne connais pas quel genre d'immeuble que tu as. Si c'est un immeuble comme résidentiel, un 4plex résidentiel, il n'y a pas de lien que tu aies vécu dans le sens que
Tu n'as pas besoin d'avoir de numéro de TPS et de TVQ parce que tu ne réclames pas les taxes et tu ne charges pas les taxes au locataire. Donc, la taxe ne s'applique pas. Tu vas quand même la payer. OK? Tu vas quand même devoir payer une facture taxe incluse, mais tu ne récupéreras pas les taxes sur la dépense. OK? Et là, tu avais une autre portion qui parlait de CCR, mais je ne comprenais pas ce que tu voulais dire. D'après moi, c'était CCQ. Peut-être Jean-Philippe a saisi quelque chose dans la question différent. Ouais, je pense que c'est CCQ. Ouais, je pense que c'est CCQ, CCR. Là, je regardais sur mon clavier. Là, le R n'est pas très loin du Q. Une petite erreur, là, normalement. Non, ben, en fait, qu'est-ce que tu as dit, Yvan? Là, dans le fond, c'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui le font selon la loi, strictement selon la loi. Effectivement, quand on n'occupe pas l'unité, ben, malheureusement, il faut engager des gens, là, puis normalement, on est sous décret, donc c'est CQ. Voilà. Excellent. Je vais aller chercher une autre question pendant que les gens vont se manifester. Quand même 5 personnes, puis ils sont comme tranquilles ces questions. Habituellement, ils s'activent quand on dit qu'il reste 5-10 minutes au live. Donc, gênez-vous pas. Je vais prendre une question qu'on avait reçue sur la page « Pose ta question ». Peut-être mettre en lien, Jean-Philippe. Oui, bien sûr. Il y a des questions intéressantes. Là. Je vois les gens commencent à se manifester. Est-ce que tu veux que j'en prenne une, Yvan? Oui, parce que moi, bizarrement, je ne les vois pas. C'est bizarre. Ah, okay. Tu vois pas. Je vais faire un bac. C'est peut-être un code 20. Ah oui, c'est un code 20. Hey, ben écoute, on est 1 à 1 aujourd'hui. Le micro ne l'a pas démuté tantôt. Et là, c'est ça. On est 1 à 1 aujourd'hui. Il y avait David. Je vais prendre la question. Yvan, je vais te laisser les copies après. David, donc, le directeur de compte au CDE m'a annoncé que même en conventionnel, ils suivront les règles de la SCHL. David, intéressant. Là, j'imagine CDE, j'imagine que ça doit être Desjardins, David. Moi, je peux te confirmer en ce moment que je suis en train de faire des refinancements avec Desjardins, que c'est pas le cas. C'est sûr que si tu demandes un retrait d'équité vraiment rapidement, parce que c'est ça les règles de la SCHL, c'est qu'ils font attention au retrait d'équité. Si tu fais un retrait d'équité à l'intérieur d'1 an, les banques risquent d'être plus sensibles, mais il faut juste démontrer qu'on a fait des rénovations, qu'on a amélioré le bâtiment, puis on veut montrer l'argent qu'on a mis dedans, puis là, le retrait d'équité. En tout cas, du moins, comme je te dis, moi, je le fais en ce moment avec Desjardins. Donc, en ce moment, c'est permis. Peut-être juste regarder dans le club. David, là, je ne sais pas si... là, c'est sûr qu'on a plus les soirées mensuelles là, de venir du réseautage, mais peut-être regarder avec d'autres amis investisseurs s'ils ont d'autres directeurs de compte parce que c'est vraiment disparate, là, les directeurs de compte à l'intérieur de la même entreprise, la même banque ou la même caisse. Il va y avoir des passe-droits différents en fonction de chacun. Fait que, écoute, David, c'est sûr qu'ils vont être plus stricts. Est-ce que ça va venir? Je pense pas qu'ils vont quand même bloquer les retraits d'équité. Les banques, là, c'est quand même leur business principal. Donc, voilà. Je pense pas que c'est problématique. Ouais. On a Sabri qui dit « Pourquoi un vendeur ne souhaiterait pas justement vendre en créant de la surenchère s'il souhaite vendre? » Je ne sais pas si c'est en lien avec ta réponse de tantôt, Jean-Philippe. Mais tu sais, la surenchère, c'est sûr que c'est toujours le fun pour le vendeur. C'est pas lui qui décide s'il va en avoir, à moins qu'il ait pris un courtier qui utilise une stratégie qui est efficace de ce temps-ci. Ce qu'ils font les courtiers, c'est qu'ils vont lister un petit peu plus bas que qu'est-ce que ça vaut pour créer de l'attrait. Ils vont dire, ben on prend les offres d'achat pendant, mettons, une semaine, et là, ils reçoivent des offres, et là, contactent les autres acheteurs disant, ben il y a une offre plus chère que la tienne, si jamais tu veux bonifier ton offre, c'est le temps. Et là, les gens vont se relancer, puis souvent, ça va se vendre plus cher que s'il y avait parti à un prix plus haut, puis là, on va l'essayer à ce prix-là, si ça se vend pas, on va descendre, si ça se vend pas, on va descendre. Ils partent à l'inverse, donc ils partent plus bas et créent une surenchère comme ça. Donc, Jean-Philippe, je ne sais pas si c'est en lien avec ton commentaire de tantôt dans ta réponse. Ben, un peu, oui, mais tu sais, Sabri, tu poses la question pourquoi il ferait ça. Moi, je trouve que c'est une technique vraiment. Bon, il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Là, je ne veux pas juger la technique, mais je fais juste te dire à quel point pour un acheteur, des fois, c'est difficile parce que là, on va arriver en surenchère. Puis encore là, j'aime pas la nouveauté à travers ça, mais quand on arrive en surenchère, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dire OK, on accepte les promesses d'achat, ils listent la propriété, je sais pas, le vendredi, ils disent les promesses d'achat doivent être ouvertes jusqu'à mercredi midi. Puis là, le mercredi matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent tous les gens qui ont fait des promesses d'achat, ils disent on a reçu 12 promesses d'achat, voudriez-vous bonifier? Évidemment, incluant celle qui était la plus haute. Donc, celle qui était la plus haute se fait appeler et on ne peut pas savoir. Donc, on est dans un enchère, entre guillemets, silencieux où est-ce qu'on ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe.
Donc, ça se peut même que celui qui était déjà plus cher veuille surenchérir son prix et augmenter. Donc, c'est pour ça qu'ils font ça, Sabri. Là, je sais qu'il y a peut-être des courtiers qui nous écoutent. Là. On est quand même 120 personnes, Yvan, c'est quand même bien pour une question-réponse. Donc, 120 personnes, j'imagine qu'il y a des courtiers là-dedans. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Je ne veux pas partir une bataille, je vais juste expliquer pourquoi des fois des gens ils aiment ça, favoriser ça. Puis pour le courtier, c'est plus facile aussi. Donc, en une semaine, c'est vendu généralement. Voilà. Excellent. On a Max Maltais. Outre mon prospecteur, qui est un outil, évidemment, pour trouver des transactions, quel outil de prospection suggérez-vous? Bon, c'est sûr que Max, on a 32 techniques qu'on vous présente durant le coaching. On ne les fera pas les 32, mais d'ailleurs, c'est pas le but des lives. Mais quand même, on pourrait parler de glr.ca, qui est comme un équivalent ou un équivalent, mais en version différente. Il y a des pour, il y a des contre dans chacun des outils. Donc, glr.ca, je vais l'écrire dans le chat ici, peut-être dans le crawler. Donc, glr.ca, qui est un bel outil de prospection également. Ça dépend de ce que tu cibles aussi. Est-ce que tu cibles des petites propriétés ou des immeubles à revenus? Fait que, chacun va avoir leur force. Cherche des immeubles à revenus, je parle de 6 logements et plus. glr.ca pourrait être intéressant. Tu pourrais demander à GLR, faire une recherche dans tel code postal ou dans telle ville ou dans tel secteur, tel arrondissement, et demander les propriétaires de 6 logements et plus. Et il va te les sortir. Puis là, tu peux les prospecter en faisant du mailing. C'est un paquet de façons, là, les cartes d'affaires, faire du farming, donc te promener dans un secteur, puis regarder les propriétés en vente. Mais peut-être je ferai un lien avec ce que Jean-Philippe a dit, peut-être de lâcher Centris, pas de le lâcher, mais de ne pas se fier seulement à Centris et prospecter à l'extérieur de Centris. Pour les 6 logements et plus, il y a 66% des ventes qui sont faites hors MLS, hors Centris. Donc, si tu cherches du 6 et plus, Centris, c'est bon, mais il cherche ailleurs. Puis tu peux bonifier Jean-Philippe sans faire les 32, là. Ben non, là, je pense que tu en as donné beaucoup. JLR, c'est bon. Moi, j'aime beaucoup les pancartes à louer. Les pancartes à louer, quand on fait quand on fait du farming, c'est-à-dire on se promène, on regarde les pancartes à louer. Moi, j'aime bien utiliser, en ce moment, j'utilise un Bird Dog avec moi, donc quelqu'un que je paye, qui lui fait les appels de propriété. Fait qu'il regarde les propriétés d'un type de propriété qui m'intéresse et qu'est-ce qu'il fait, lui, il appelle les propriétaires, puis je lui verse une certaine cote en fonction de la recherche. Donc, très, très bon. Si jamais ça vous intéresse, il y a également les freelance, un cours qu'on a donné pendant le COVID, maintenant qu'on offre là, pour 99 $, si jamais vous voulez écouter ça, très, très intéressant pour vous aider là, à faire cette prospection-là. Max, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Yvan, de retour à toi sur la passerelle. On a Jean-François Bouchard qui avait une question pour toi. Me conseillez-vous un prêt privé pour réinvestir dans un projet? Jean-François, ouais, me conseillez-vous un prêt privé pour réinvestir? Pour réinvestir, parce que là, c'est le réinvestir qui me rend un peu perplexe ici. Un prêteur privé, c'est un outil. Hein. Moi, je vois la carrière d'un investisseur immobilier là, où est-ce qu'on part avec notre petit sac d'outils, là, puis de temps en temps, là, on rajoute des outils dedans. Évidemment, la banque est un outil. Le prêteur privé en est un autre, la prospection. On part avec différents outils avec nous, puis le prêteur privé en est un outil. Donc, oui, j'ai fait affaire avec des prêteurs privés à plusieurs reprises dans mes différents investissements. Très intéressant quand on commence à faire une bonne liaison avec un prêteur privé. Là, puis un prêteur privé, on va juste démystifier avant que j'aille plus loin. Là, je fais un aparté, mais on va démystifier tout de suite. C'est pas le pawn shop du coin où est-ce que tu vas laisser ta guitare quand tu manques d'argent. Okay? Un prêteur privé, c'est un investisseur souvent aguerri, quelqu'un qui a fait beaucoup d'argent puis qui veut pas nécessairement faire de l'immobilier, mais il veut faire du bon rendement sur son argent, donc il va venir te prêter. Donc, ça devient un partenaire d'affaires dans tes différents projets. Ça varie, les taux varient de 10% à 18%, là, si on veut donner une grosse braquette sur les prêts privés, mais sont beaucoup plus flexibles, les prêteurs privés. C'est pas des banques, là. Donc là, on peut avoir des attestations rapides, on peut jouer avec. Là, je suis en train de faire mon deuxième projet où 100% de ma mise de fonds vient d'un prêteur privé. Donc, c'est parfait comme projet. Donc là, on se concentre à optimiser le bâtiment tel quel. Donc, très, très intéressant à utiliser comme outil.
surtout quand les immeubles ne sont pas financés, en mise de fonds, quand on devient évidemment un petit peu plus expérimenté. Encore là, c'est une relation de confiance. Quand il met la mise de fonds, le prêteur privé, c'est sûr que lui, il prend tout le risque, mais sinon, ça peut être utile également dans des immeubles qui sont difficilement finançables, des immeubles vacants, des immeubles qui sont partiellement démolis ou en mauvais état, ou est-ce qu'on veut rénover. Le prêteur privé va embarquer dans ces risques-là, alors que la banque ne le fera pas. De retour à toi, Yvan, peut-être que tu as un ajout à faire sur Jean-François. J'étais en train de chercher un article pour une prochaine question, mais je t'écoutais, je peux peut-être bonifier, là, juste un petit principe de base qu'il ne faut pas oublier en prêt privé, qu'il faut que ça soit du court terme, parce qu'habituellement, les taux d'intérêt sont quand même assez élevés. Donc, aie un plan de remboursement ton prêteur à très court terme. Il ne faut pas que ça prenne 3 ans à du 20 là. Encore là, ça dépend comment tu empruntes. Si tu empruntes 10 000 c'est pas si grave, mais si tu empruntes un bon montant, fais ça rapidement. Et oui, c'est des très bons partenaires. Il faut les voir comme des partenaires. Hein? C'est des très bons partenaires pour des projets, pour d'autres projets. Je n'ai pas encore trouvé l'article. Tu peux prendre une autre question. Oui, je peux prendre une autre question intéressante, une question qui revient souvent, en fait, là, de Amine. Là. Comment continuer à acheter des biens quand on est au maximum de notre code d'endettement à 43 très, très fréquent. Là, je vais te laisser chercher l'article, Yvan. Très fréquent, là, Amine, là, comme question, parce que le problème, c'est que le problème que tu frappes, en fait, c'est que tu achètes des petits logements, des maisons, des petits plex, donc, mettons, de 1 à 5 unités, là. Donc, maison ou plex 2 à 5, c'est des petites unités et c'est ton ratio d'endettement qui est au bâton et c'est pas l'immeuble tel quel. Donc, quand tu bascules dans le 6 logements et plus, ou 5, là, des fois 5 qui est un peu à cheval, donc 6 logements et plus, c'est l'immeuble qui se qualifie, c'est pas toi. Donc, en qualifiant l'immeuble pour la transaction, pardon, c'est pas toi qui va se qualifier. Donc, à un moment donné, il faut une ligne. Là. Donc, la ligne est à 6 logements parce que si on achète une tour de 100 logements, ben c'est sûr que c'est pas le salaire de la personne, c'est pas l'endettement de la personne qui va venir être pris en compte. Donc, ça prend une ligne. Généralement, c'est 6 logements et plus. Le 5, encore une fois, je le répète, il est à cheval, mais 6 logements et plus. À partir de là, c'est vraiment l'immeuble qui se qualifie et non pas vous. Donc là, c'est possible de continuer à agrandir le parc. Donc, question assez classique, là, Amine, là, à ce niveau. De retour à toi sur la passerelle, Yvan. Yes. Kainad qui pose une question par rapport à la MAPA. Il cherchait l'article que j'ai écrit avec Richard Damour, avocat fiscaliste. J'ai écrit ça pour le journal Les Affaires. Évidemment, j'ai fait les grandes lignes et Richard est allé en profondeur pour les aspects fiscaux, parce que je ne suis pas fiscaliste, évidemment. Est-ce que c'est possible de nous expliquer la MAPA, donc la mise à part de l'argent? Je vais mettre ici là, dans le chat tout de suite le lien vers l'article. Tu peux aller lire ça, Kaina. Mais le principe, sûrement que tu le connais, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas c'est quoi la MAPA. Donc, c'est de rendre déductibles des intérêts qui, à la base, ne le sont pas. Donc, vous avez, par exemple, une résidence principale que vous habitez. Évidemment, quand on va la revendre, la résidence principale, elle n'est pas imposable. On ne paye pas d'impôt dessus. Donc, si on ne paye pas d'impôt, vu que rien ne se perd et rien ne se crée, ben, on ne peut pas déduire les intérêts sur la propriété qu'on habite. Donc, comment rendre ces intérêts-là déductibles? Ben, la mise à part de l'argent permettrait de le faire. Et en gros, là, je fais ça schématique, on a un immeuble à revenus, on ouvre des marges de crédit qui est reliées à la propriété et à la maison aussi. Et là, on va prendre les revenus des immeubles pour faire nos paiements hypothécaires sur notre résidence principale. OK? Donc, les revenus des immeubles servent à payer la maison, okay, rembourser le prêt. Et il y a une marge de crédit qui est attachée à la maison et qui va, elle, partir à zéro et qui va monter. Donc, on va mettre les dépenses des immeubles, dans le fond, sur la marge. Donc, le sol va descendre. Le sol sur la maison va descendre rapidement à cause des immeubles à revenus qui ont des revenus qui permettent de réduire rapidement le sol de la maison. Donc, le sol descend rapidement à cause des revenus des immeubles. Et l'autre côté, la marge monte en même temps avec les dépenses de l'immeuble. Donc, c'est comme un vase communicant comme ça. Et ce qui va faire en sorte qu'on va payer notre maison genre en 3, 4, 5, 6, 7 ans, donc assez rapidement. Et là, on va pouvoir refinancer la propriété et aller rembourser la marge où les dépenses se sont mises. Et là, on va pouvoir déduire les intérêts parce que c'est dans le but de générer un revenu. Okay? Donc, c'est un petit peu ça le concept. Expliqué à la Yvan, là, je suis pas, comme je dis, je ne suis pas fiscaliste ni comptable
qui est un expert là-dedans. En gros, c'est le principe. Bref, allez lire l'article et contactez Richard Damour. Il va être capable de vous expliquer ça mieux que moi et vous aider surtout dans le processus parce que allez pas nécessairement aller voir votre banquier avec ça. Souvent, ils connaissent pas la technique, puis il y a des pièges à éviter là-dedans. Il ne faut pas aller contaminer les marges en allant mettre d'autres dépenses que l'immeuble à revenu là-dedans. Sinon, le fisc va refuser carrément la technique. Ça peut coûter cher par la suite. Donc, faites-vous accompagner, s'il vous plaît, dans la technique. Jean-Philippe? Good. Ouais, ben non, rien à rajouter. Je lisais les questions. Il y avait peut-être juste des rappels, là, sans mettre les questions à l'écran. Il y avait juste des petits rappels. Là. Hélène Larose a demandé en fait une longue question à savoir est-ce qu'il faut faire vite ou très vite à Montréal, voir les explications qu'on vient de dire. En fait, c'est sûr que si c'est une nouveauté, il faut faire vite, mais si c'est un plex que ça fait longtemps que c'est sur le marché, on peut prendre son temps. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là. On peut prendre entre le temps où est-ce que l'immeuble est à vendre ou la promesse d'achat, on peut jouer beaucoup. Fait que ça, c'était un petit rappel. Il y avait Luc, nouvelle norme SCHL, aussi un rappel là, sans retomber dans le détail, là, Luc. Donc, non, on ne peut pas faire de retrait d'équité, Luc. Donc, il demandait est-ce qu'on peut refinancer CHL, retirer dans une mise de fonds. La réponse est non, on ne peut pas faire de retrait d'équité, à moins qu'on investisse dans un nouveau projet immobilier. OK? Donc, voilà. Puis même, j'ai des détails. Là, j'ai parlé à un courtier immobilier, on parlait à un courtier hypothécaire, pardon. En tout cas, à clarifier, là, on parlait même prêteur privé là, que c'était difficile de rembourser des prêteurs privés également dans le cas d'un refinancement. Ensuite, il y avait, je vais juste descendre là, parce qu'on avait quelques questions. Il y avait Stéphanie, une question fiscale un peu plus, mais qui est relativement facile à répondre. On va se tremper pour celle-là. Si on achète un immeuble avec une Inc en conventionnel et qu'on le refinance, est-ce que le retrait d'équité est imposable à plus ou moins 19 % ou le taux marginal effectif, sachant qu'on souhaite réinvestir dans l'année sur une nouvelle propriété? Je ne sais pas si, Yvan, tu l'écoutais ou tu veux me laisser répondre. Réponds. Oui. Parfait. Donc, première chose, Stéphanie, quand tu fais un refinancement, quand tu refinances un bâtiment, c'est une dette, donc c'est non imposable si ça reste dans la Inc. Okay? Donc, premier point, là. Donc, on refinance, ça reste dans la Inc. C'est une dette. Donc, c'est pas un profit, là. Donc, ça reste dans la Inc. Donc, on peut le laisser là sans avoir été imposé. Là, tu voulais réinvestir cet argent-là, ben, il n'y a pas de problème. Tu peux la réinvestir après. C'est important de réinvestir parce qu'on parle de déduction d'intérêt. C'est-à-dire que si, encore dans la Inc, c'est un scénario un peu particulier, là, mais mettons, tu détiendrais le bâtiment personnel, tu refinances, tu décides d'aller t'acheter un bateau avec, ben là, tu ne seras pas imposé sur l'argent, sauf que tes intérêts sur la dette ne seront plus déductibles parce que là, tu n'as pas fait un revenu. Donc, oui, tu peux retirer, Stéphanie, cet argent-là, la mettre dans la Inc. Et tu peux réinvestir dans un autre projet, tu ne seras pas imposé. Et le bémol où est-ce que j'ai accroché aussi, Stéphanie, ça dépend si c'est un flip ou un immeuble à revenu. Là. Tu parlais de 19, plus ou moins 19 %. Je me souviens plus c'est quoi les derniers taux, là, mais ça pourrait être dans le cas d'une compagnie active. Donc, dans certains cas, encore là, je suis prudent parce que ça me parle de fiscalité. Dans certains cas où est-ce que on parle de flip, tu pourrais tomber dans cette branche-là parce que c'est l'immobilier type actif, entre guillemets, mais quand on a un immobilier passif, on détient un bâtiment, on est imposé à plus ou moins 50 %. Encore là, je ne me souviens plus exactement du taux, mais on est imposé à plus ou moins 50 % parce que là, c'est du revenu de bien. Je me souviens bien, Yvan, là, pour pas me mélanger là, avec les termes techniques, là, mais bref, c'est de l'immobilier qu'on détient. Alors, je ne suis pas avocat fiscaliste, on est tous les deux ingénieurs qui ont mal tourné, qui ont fait de l'investissement immobilier. Là, je ne suis pas fiscaliste, mais je ne veux pas me mélanger, mais garde en tête que quand on détient un bien immobilier, on est plus ou moins 50. Mais bref, j'espère que ça répond à ta question parce qu'il y avait plusieurs volets à ta question. De retour à toi sur la passerelle, Yvan. Oui, là, ça a défilé. Il y avait une question. Je l'ai perdu, mais c'était, je crois que c'était Sémillon. Oui. Oui, qui demandait qu'est-ce qu'on pensait de la cote AAA qui est descendue. Il faut comprendre, ça n'a pas descendu tant que ça. On a juste descendu d'une cote. On était à AA+, quand même très, très bien. Ça fait des années que le Canada était à AAA. Donc, une petite baisse, mais il faut comprendre que c'est pas toutes les agences de cotation qui ont baissé. Là. C'est une agence qui est Fitch. Et on sait que c'est la qui est plus conservatrice un peu. C'était plus long aussi, eux autres, dans le passé, à réagir. Là. Des fois, ils sont en retard un peu dans la réaction. Là, ils sont en avance parce qu'ils sont plus prudents. Ça peut être un signe
ça peut être un petit peu plus difficile par la suite ici au Canada, mais pour l'instant, ça va très, très bien. On est en très bonne position. L'immobilier va bien. Le système bancaire est solide. Bon, qu'est-ce qui s'en vient? On trouve une personne qui a le bout de cristal et c'est très difficile, mais moi, ça ne m'inquiète pas d'avoir juste perdu un petit point, là, une petite cote. Je pense pas que les investisseurs étrangers vont se mettre à redouter le Canada parce qu'il y a une petite baisse. Il faudrait voir si les 3 autres agences majeures emboîtent le pas aussi. S'ils font les 4, là c'est un petit peu plus touchy comme situation, mais pour l'instant, moi, ça me stresse pas. Là. Le système bancaire est très solide pour l'instant au Canada. Jean-Philippe, peut-être quelque chose là-dessus? Ouais, je pourrais bonifier. Tu sais, dans le fond, il ne faut pas oublier que c'est le Canada au grand complet. C'est pas la situation du Québec. Tu sais, au grand complet, là, en rentrant en macroéconomie, c'est sûr que le Canada est très lié au prix du pétrole. Donc, c'est sûr que ça a pris un dur coup. Là. Puis la SCHL aussi prévoyait des baisses du prix des maisons au pays. Là. C'est sûr qu'on parlait beaucoup. Encore là, je ne suis pas expert, je ne suis pas économiste, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas économiste. En fait, on n'est rien. On est juste des à peu près, on va dire à peu près qu'on pense qu'est-ce qu'on pense, puis vous en jugerez comme vous en jugerez. Mais tu sais, le Canada est très lié au pétrole, donc c'est ça. Il y avait une baisse. C'est sûr qu'au niveau de l'Alberta, des provinces qui dépendent lourdement de l'exploitation du pétrole, ben là, c'est sûr qu'on peut avoir une certaine baisse. Donc, c'est sûr que la SHL pense pan-canadien. Même chose pour la cote de crédit, c'est pan-canadien. Mais note intéressante, puis je pense pas que ça a bougé au Québec, à moins que vous me corrigiez. Mais maintenant, le Québec a une cote de crédit plus élevée que celle de l'Ontario. Pour la première fois de l'histoire, je me souviens plus, je pense qu'on est A+, là, quelque chose comme ça, au niveau du Québec. Donc, le Québec est en super bonne posture. Je ne pense pas que la cote de crédit du Québec a bougé versus le reste du Canada. Donc, on est quand même bien placé à ce niveau-là. Là où je serais intéressé de voir, Sémione, l'effet, c'est qu'en fait, comment ça fonctionne le système bancaire, quand on signe une hypothèque, on les vend sur le marché et les gens achètent les dettes. Donc, dans le fond, quand on finance avec la CHL, on appelle ça un principe de titrisation. Quand on signe un prêt avec la SCHL, les prêts ensuite sont titrisés, s'en vont sur le marché, puis il y a les gens qui achètent les dettes. Puis évidemment, les taux d'intérêt sont très bas parce qu'on est coté AAA. Donc, si on est AA+, est-ce qu'on va avoir peut-être une légère, minuscule augmentation des taux au niveau des banques qui titrisent leurs fonds? Peut-être, à voir, parce que là, le fonds va être, on parle de légère différence de garantie. Est-ce que les taux vont être reflétés? Peut-être. Moi, c'est la seule chose que je verrais qui pourrait changer. Sans ça, je suis absolument confiant encore avec le marché immobilier québécois. Good. On a Hélène Larose qui dit en 2020 à Montréal, combien de temps faut-il compter entre le moment où on prend connaissance d'un immeuble à vendre pour la première fois et le moment où on dépose une offre d'achat? En d'autres termes, faut-il agir vite, très vite? J'avais répondu tantôt, Yvan, je sais que tu cherchais ton article, mais j'ai répondu rapidement à Hélène en fonction de si le Plex est neuf ou pas. Et ça fait combien de temps c'est sur le marché? Tu sais, ça fait-tu une semaine ou ça fait 8 mois? Puis y a-tu un courtier ou pas de courtier? C'est-tu hors MLS? Donc, j'imagine que tu as tout dit ça tantôt. Oui, mais okay. C'est bon, mais tu cherchais ton article. Tu vois que je suis pas comme toi, multitâche. Mes oreilles arrêtent quand je cherche, quand je lis. J'en avais une pour toi, Yvan. Luc, financement flip pré-réno. Taux fixe, taux variable, peut-être expliquer un peu qu'est-ce que tu cherches quand tu fais tes flips au niveau bancaire. Quand on fait des flips, on va rembourser le banquier rapidement. Donc, il ne faut pas aller prendre un taux fixe 5 ans parce qu'on se tire dans le pied avec une grosse pénalité qui s'en vient. Là, parce que si on vend au bout de 6 mois et on a un taux fixe 5 ans, c'est pas en termes de pénalité. Bon, tu peux prendre un an fixe, mais encore là, si ça prend 3 mois, tu auras une pénalité qui risque d'être assez élevée. Moi, j'aime bien le taux variable. Donc, le taux variable, ça peut être un 5 ans, il n'y a pas de problème, même si c'est 5 ans. Quand il est variable, règle générale, les pénalités, c'est 3 mois d'intérêt. Donc, quand même raisonnable en matière de flip, de payer 3 mois d'intérêt de pénalité. Et ça camoufle un peu aussi à la banque que tu es en train de faire un flip. Parce que si tu dis à la banque, je vais faire un flip, ils ne vont pas te prêter. Et si tu dis, je vais prendre un prêt ouvert, je n'aurai pas de pénalité à la revente, on va avoir une banque ou une caisse avec un projet d'acheter une maison
avec un prêt ouvert, ils vont se poser des questions. Si en plus, tu es dans une compagnie, parce que normalement, ça te prendrait ta licence d'entrepreneur et tout ça, puis si c'est une compagnie, souvent tu peux avoir ta licence personnelle, mais habituellement, c'est dans une compagnie. Fait que là, une compagnie qui achète une maison avec un taux ouvert, ça va bloquer à la banque. Donc, le taux variable 5 ans est intéressant. Et s'il pose la question, c'est pourquoi que tu achètes via une compagnie, c'est pour rénover. Donc, tu rénoves et tu loues. Donc, ça va mieux passer. Des bonnes questions. Tu me permets, il y a Daniel qui m'a envoyé une question directe. Je la trouvais drôle. Puis ensuite, il y avait Max Maltais après qu'on va faire. Donc, c'est une question personnelle. Yvan, tu pourras bonifier aussi. Tu as été là-dedans, mais la question est longue un peu, mais il disait mon Dieu, ça a descendu, je l'ai perdu. Voilà. Question, comment il réussit à bien concilier l'aspect famille immobilier avec la grosseur de ses actifs et la famille, la grande famille également. C'est une bonne question. C'est drôle parce que, je vais me mettre en caméra, ça va être un petit peu plus facile. C'est drôle parce qu'à la fin de mon témoignage, quand j'ai débuté au club à enseigner, on me posait souvent ces questions-là. Daniel, moi, je vais toujours dans une perspective où je considère que mon temps vaut de l'argent. Okay? Peu importe le temps que j'investis, le temps avec ma famille, le temps avec que j'investis en immobilier, peu importe le temps avec les amis, pour moi, le temps vaut de l'argent, tout le temps. Okay? Donc, mon 24 heures dans une journée, il y a un certain montant d'argent. Et qu'est-ce que je fais? C'est que j'essaie toujours de déléguer le plus possible dans lequel j'ai moins de valeur ajoutée. Donc, je reconnais mes forces. On faisait des blagues tantôt, là, on est à peu près rien. Ben, moi, je sais sont où mes forces en immobilier, puis je sais sont où mes faiblesses. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais essayer de pallier mes faiblesses. Je vais essayer de faire des partenariats où est-ce que les gens vont venir ajouter de la valeur de mon côté, puis je vais investir mon temps où je suis payant, où est-ce que je vaux la peine. Et en ayant cette optique-là ou en permettant de déléguer, et c'est pas facile de déléguer, là. Il y en a qui ont beaucoup de difficultés avec ça, de déléguer en immobilier, mais c'est d'essayer de déléguer. Donc, par exemple, très tôt, j'ai appris à gérer des locataires, mais très tôt, après ça, j'ai commencé à déléguer mes locataires. Après ça, j'ai géré mes projets de rénovation. Puis après, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à déléguer la gestion des projets en rénovation. Donc, tout ce qui était consommation de temps dans lequel j'étais moins bon, puis qui était souvent, entre guillemets, je ne veux pas choquer les gestionnaires d'immeubles, choquez-vous pas, je vous adore, je vous aime, okay? Mais mettons des tâches à moins grande valeur ajoutée. Tu sais, quand on parle à un locataire puis on règle un problème de robinet qui coule, c'est une moins grande valeur ajoutée que si je commence à faire de la prospection puis je cherche plus de transactions. Donc, Daniel, merci de la question. C'est vraiment le fun de poser des questions plus ouvertes comme ça. Ça nous permet de développer là-dessus, mais c'est vraiment d'aller chercher où est-ce que tu as ta plus grande valeur ajoutée et essayer de déléguer tout ce qui est à base valeur ajoutée. Donc, c'est là-dessus, c'est du focus, c'est du travail constant d'investir son temps. Où est-ce que c'est payant? Souvent, en immobilier, c'est en recherche. Et de concéder aussi, je vous dirais, des fois, dans les transactions, j'ai concédé des pourcentages d'équité à des partenaires. Et Frédéric, qui ne nous écoute sûrement pas à midi, mais Frédéric avait fait ça aussi. Quand il engageait un entrepreneur général pour faire un projet, souvent, il va lui donner de l'équité sur le projet parce qu'il va le motiver, parce que la personne va être motivée. Donc, ça me dérange pas de donner de l'équité si moi, je sauve du temps. J'aime mieux avoir 25% d'un bloc où est-ce que j'ai rien fait, à part trouver la transaction, que, mettons, 50 ou 75% d'un bloc où j'ai dû tout gérer d'un bout à l'autre, parce que ce 25%-là sur le bloc-là, ce que je peux faire, je peux continuer à prospecter puis en trouver d'autres, ou encore une fois, de passer du temps avec mes êtres chers, qui vaut aussi de l'argent. Fait que c'est comme ça, je te dirais que je l'ai constitué. J'ai vraiment toujours spiné dans un sens où est-ce que je mets mon temps, où est-ce que c'est payant, puis on essaie d'avoir des processus aussi le plus possible. J'espère, Daniel, ça répond à ta question. J'aime ça, ces petites questions-là personnelles. En passant, Yvan, on monte ça à 170. Les gens ne se tannent pas de nous. C'est incroyable. On est content de vous voir. On est content de vous voir. Voilà. Je la question de Daniel, si tu permets, Jean-Philippe. Vas-y. Tu réussis à concilier l'aspect famille avec les 7 enfants que vous avez, Sandra, et la grosseur de tes actifs. Parce que Daniel a deux enfants. En passant, Daniel, on te salue du Lac-Saint-Jean ou de Chicoutimi ou dans ce coin-là. Si c'est le même que je connais. Donc, comment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants puis ils disent « Ah, j'ai pas le temps, j'ai mes enfants, j'ai pas le temps, mais j'ai mes enfants. » Puis toi, tu en avais 7. Comment tu arrives à…
Ben, c'est un peu le même principe, c'est la même chose. Ça va être de dédier du temps, que ça soit pour les enfants, que ça soit pour la conjointe, que ça soit pour les amis. Au final, tu vas dédier des temps pour les êtres chers. Fait que, tu sais, c'est toujours ça le principe. Euh, fait que, à partir du moment aussi que tu vas tranquillement décaler ton rythme de travail, peut-être que tu as un emploi, peut-être que tu vas sauter dans le vide. Tu sais, c'est tranquillement commencer à décaler ça, mais c'est d'avoir, euh, c'est ça, c'est peu importe avec qui, le principe est essentiel là-dedans que tu veux garder ton temps pour ton être cher. Fait qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas investir ton temps. Au début, est-ce que quand je commençais à travailler, est-ce que je travaillais le soir, une fois que les enfants étaient couchés? Oui. Des fois, 1 heure ou 2 le soir, ça me permettait de travailler. Puis là, de plus en plus, on a commencé à grossir. Puis un bon exemple là-dessus aussi, c'est Vincent Perron. Vincent Perron là, à Québec, là, que j'admire beaucoup, qui est un très, très bon investisseur. Tu vois, lui, il travaille dans le jour, il se garde une demi-journée pour avancer, puis le soir, il garde pour les enfants, le fin de semaine aussi. Même chose pour Jean-François Picard, qui sont des bels exemples de vie où est-ce qu'il mixe l'immobilier puis la famille, où est-ce qu'il va chercher porter ses enfants à 9h30 le matin, il va les chercher à 3h30 le soir, puis il comprime ça. Hein. En gestion du temps, là, il y a une loi qui s'appelle la loi de Parkinson qui permet, qui dit que toutes les tâches vont fitter dans le temps que tu lui as donné. Donc, lui, il donne de 9h30 à 3h30. Fait qu'est-ce qui arrive magiquement? Tout se donne là-dessus. C'est juste de prioriser aussi ça, parce qu'on de toute façon, il va d'un côté plus personnel. Là, si vous faites frapper par un bus demain matin, là, c'est bien beau votre carrière immobilier, puis vous avez tout investi votre temps là-dedans. Puis là, vous faites frapper par un autobus, puis là, vous dites comme Colin, j'aurais aimé ça passer du temps avec mes êtres chers. Ben, tant qu'à moi, c'est le chemin et aussi la destination. Fait que oui, j'investis en immobilier, mais j'investis aussi beaucoup de temps avec mes êtres chers de l'autre côté. Comme ça, si demain matin, je me fais frapper par un bus, puis c'est enregistré, c'est le fun, je vais être content de ma vie parce que j'en ai profité également des deux côtés. Fait Wow. c'était une grosse question philosophique. Hein? Ah, c'est bon, c'est bon. Daniel, on a hâte de te voir aussi. Puis on a hâte de vous voir à nouveau à Québec. Je présume que tu ne viendrais pas à Montréal, Daniel. Et, n'oubliez pas, ou je ne sais pas si vous saviez, mais on va pouvoir recommencer des formations en salle avec des groupes de 50 personnes. Donc, les coachings, il y a des coachings le vendredi où c'est un groupe de 47. On va pouvoir recommencer ça à partir du mois d'août. Et les groupes de coaching qui commencent en septembre également, là, on a des groupes normalement de 140 personnes à peu près, peut-être un petit peu moins cette année, mais on va peut-être dédoubler les cours ou peut-être d'ici là, ben, ça va augmenter à 100 et on va être capable de faire notre coaching en salle. Donc, avez-vous vous intéressé? Une formation à la carte également reprenne en salle. Petite parenthèse juste comme ça. OK. Donc, Max Maltais, comment augmenter le pourcentage de retour suite à du mass mailing de lettres à des propriétaires, genre sur mon prospecteur, tout ça? Ben, plusieurs petits trucs. Là. Un premier qu'on aime bien, c'est de peut-être écrire ça à la main. Donc, au lieu d'imprimer ça sur des étiquettes, écrire le nom des propriétaires ou ce que tu envoies, dans le fond, à l'expéditeur, tu mets ça à la main. C'est un petit peu plus long. Encore là, c'est pas obligé d'être toi qui le fais, Max. Ça peut être un ado, ça peut être ton adjointe administrative ou ton adjoint administratif, peu importe. Donc, écrire à la main va faire en sorte que les gens vont plus ouvrir la lettre. Ensuite, dépendamment des secteurs, des fois, tu peux mettre anglais d'un bord, français de l'autre. Peut-être utiliser une feuille de couleur qui se démarquerait du reste. Faire du suivi également. Donc, des fois, c'est pas au premier envoi que ça fonctionne, mais peut-être au deuxième. Et peut-être les contacter. Si tu es capable de les contacter par téléphone, ça serait bon. Donc, tu envoies ta lettre, puis une semaine après, bonjour, je vous ai envoyé une lettre, je ne sais pas si vous l'avez reçue, tu sais, mon nom est XYZ. Donc, des petits trucs comme ça. Jean-Philippe, as-tu quelque chose à bonifier sur le retour? Oui, Max, de faire du A/B testing qu'on appelle. Donc, pour augmenter ton retour, très, très bon point, Yvan, les écritures à la main, très, très haut taux d'ouverture. Puis ensuite, du A/B testing. Donc, tu envoies un type de lettre à, mettons, une centaine de propriétaires, 50 propriétaires. Tu envoies un autre type de lettre et tu regardes ton taux de réponse et tu peaufines à travers le temps. Moi, j'avais fait ça. Il y en avait que je mettais un prix, je mettais une offre d'achat avec un prix. Il y en a que je mettais pas de prix. Puis là, je testais mes différentes lettres. Puis là, tu commences à peaufiner, à m'en donner un modèle où est-ce que ça fonctionne bien. Puis effectivement, Yvan aussi, tu l'as bonifié là, avec un ado, un adolescent là, qui écrit les lettres. Encore là, tu peux économiser là-dessus. Ça revient toujours au principe de c'est combien vaut ton temps, puis combien tu vas être capable
d'améliorer ton temps. Si tu payes l'ado, tu te dis, regarde, je te donne une pièce de la lettre, puis si on close une transaction, je te donne, je sais pas, 5000 pièces de bonus. Je peux te dire qu'il va en écrire des lettres au propriétaire, puis il va s'amuser. Et là, tu viens de générer un canal de prospection. On avait une question là-dessus en début du live, donc on vient de créer un canal de prospection de plus. Voilà. Excellent, excellent. Encore 150 personnes, 155. Incroyable. On est populaire. C'est un bon immobilier. Bon. Les gens ne restent pas sur leur appétit avec les réponses qu'on leur donne. Petit jeu de mots. Vijayen. Donc, Vijayen, qui est un habitué, qu'on voit fréquemment dans la question et réponse. Est-ce qu'un chalet locatif court terme est une bonne option pour avoir plus de liquidité à investir dans les plex? Ben, oui, c'est bon pour générer du cash flow, ça va donner de la liquidité, mais assez pour accumuler de l'argent, puis une mise de fonds. Si on parle d'une mise de fonds de 50 000, 100 000 pour acheter un immeuble à revenu, il va falloir que tu en ailles du chalet et que tu fasses ça pendant un certain temps pour accumuler du cash flow assez pour réinvestir par la suite. Peut-être un flip, ça serait peut-être intéressant. Donc, tu flippes un immeuble, tu ramasses, je sais pas, 40, 50 000, 100 000 en flippant. Ben, tu vas accumuler bien plus d'argent rapidement que d'avoir du cash flow de tes chalets locatifs, même si c'est pas mauvais, c'est excellent pour le cash flow. Dépendamment, évidemment, t'es où avec ton chalet, où est-ce qu'il est situé, parce que c'est sur le bord de l'eau merveilleux. Des fois, c'est plus dur un peu à louer, dépendamment du secteur aussi. Donc, bref, en résumé, attends pas d'accumuler du cash flow de location, provenant de ta location pour t'en servir comme mise à fond. Ça risque d'être un petit peu long. Ça dépend du temps que tu as devant toi aussi, mais ce serait ma réponse. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Non, pas vraiment. C'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. Ben, en fait, la seule chose que j'ajouterais peut-être, c'est ouais, je vais rajouter là-dessus. Je vais partir sur une autre tendance pendant que tu regardes les questions qui t'intéressent souvent. Souvent, les gens, ils vont aller investir en quelque part pour aller investir ailleurs après. Fait que, du chalet locatif pour faire des plex ou des flips pour acheter des immeubles à revenus. Je vais choquer beaucoup de personnes à midi, là, puis j'aime ça, on a un bon auditoire, mais je ne suis pas d'accord avec cette technique-là. OK? C'est pas ma préférée. Je ne suis pas d'accord, mais c'est pas ma préférée. Là, je sais que je vais bouleverser beaucoup de personnes. Les gens, par exemple, qui vont aller faire du flip pour des immeubles à revenus. Pour moi, là, c'est deux domaines, c'est de l'immobilier, mais c'est deux domaines quand même assez différents. Okay? Quelqu'un qui va commencer à travailler dans du flip, il va avoir des contacts différents, il va avoir des entrepreneurs différents, il va avoir des prêteurs privés différents. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Puis là, on s'en va dans l'immobilier des plex ou les immeubles à revenus, puis c'est légèrement différent aussi. Fait que, moi, je vous dirais, regardez c'est quoi le type d'immobilier que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez avoir des immeubles à revenus? Est-ce que vous voulez faire des flips parce que vous voulez vous adorez ça, faire ça? Puis toutes les réponses sont bonnes. Il y a du chalet locatif. La réponse est lequel type d'immobilier qui te plaît le plus, puis lequel type d'immobilier qui le répond le plus à tes objectifs. Et souvent, on oublie ça. Là. Il faut juste retourner en arrière du principal que je veux faire avec ça. Puis à partir de ce moment-là, tu peux faire n'importe quoi. Fait que, mettons, Yen, j'espère que je le prononce correctement, excuse-moi, qui veut générer de la liquidité pour acheter des plex. Moi, je te dis, achète des plex, puis génère de la liquidité en achetant des plex, c'est-à-dire flip des plex, ou améliore les plex, ou trouve-toi un plex qui est légal Airbnb, puis fais du Airbnb dedans si tu veux, mais le principe est que tu vas aller dans le type d'immobilier que tu veux faire, puis tu vas générer ce que tu as besoin de générer. Si tu as besoin de générer de la liquidité, vends-le ou optimise-le, refinance-le, puis ressort de l'argent de ça. Mais moi, tant qu'à moi, va tout de suite dans la catégorie d'immobilier qui t'intéresse parce que plus tu es focus dans une certaine technique, meilleures vont être tes performances. Et c'est possible. Dans l'immeuble à revenus, dans le 6, 8 logements, il y en a qui flippent ça. Là. Tu peux flipper du 6, 8, 10, 12, 24, peu importe. Tu optimises ou tu t'achètes à bas prix, tu revends, tu fais de l'argent avec. Là, avec cet argent-là, tu vas éventuellement en acheter un, mais tu vas déjà avoir développé ton expertise dans le type d'immobilier qui te plaît. Fait que voilà, j'espère que j'en choque pas trop aujourd'hui, mais il y en a beaucoup qui font ça. Je fais de l'argent des flips pour aller générer du multilogement. Non, génère ton argent dans le multilogement en flippant, puis au moins, tu vas avoir développé l'expertise dans ce type d'immobilier. Voilà. Yvan, de retour à toi sur la passerelle, en espérant que je ne t'ai pas trop choqué, toi non plus. Ben non. Excellent, excellent. Déjà, 46, on se dirige vers la fin parce que moi, je dois quitter à -5.
On avait sauté quelques questions. Quoique, il y a des gens qui ont répondu. Nancy Lavigne a répondu pour nous. Excellent. Merci. Tu as répondu à H et Priscilla, je crois. Alex, auriez-vous des exemples de lettres à nous proposer? Dans IMO 101, dans IMO 101, des fois, on en donne là, des types de lettres. Oui, mais c'est un petit peu dur à dire comme ça, à proposer dans le chat. Il n'y a pas d'exemple sur Internet. Puis en passant, ça va dépendre de ta personnalité aussi, que ça soit cohérent avec ce que tu es. Si on donne un modèle, puis toi, quand tu parles à la personne, ça clash parce que ça ne fait pas pantoute avec ce qui est dans la lettre. C'est pas nécessairement l'idéal non plus. Si on te donne une lettre avec des beaux mots, là, puis quand tu arrives, puis tu parles, puis c'est tout. Je ne sais pas si c'est ton cas, Alex. c'est ça. Fait que c'est dur un peu là, de te donner ça dans le live, Alex, malheureusement. Là. Il y avait Michel Steven, j'espère que tu ne nous en veux pas. J'ai mis la question à l'écran. Maintenant, on a ton âge. Donc, il y a maintenant 146 personnes qui savent ton âge, Michel. Je constate investir dans les multilogements, 6 à 8 logements. Sachant que le retrait d'équité est interdit avec la SCHL, est-il trop tard pour me lancer dans cette aventure pour que ce soit en partie du revenu de retraite? Yvan, est-ce que tu veux y aller pour répondre à Michel? Est-ce qu'il est trop tard, malgré les nouvelles règles de la SCHL, même à 60 ans, pour se lancer? Non, jamais trop tard. C'est sûr que si dans ton esprit, Michel, tu meurs à 70 ans, on va dire, c'est pas grand, c'est presque plus grand temps, mais une espérance de vie plus longue que ça. Et j'espère que tu te visualises encore apte et actif pendant longtemps, mais non, 60 ans, il n'est pas trop tard tant qu'à moi. Je me souviens d'une personne, je vais penser à une fille du coaching qui s'est fait dire par quelqu'un dans l'industrie qui, à 55 ans, était trop vieille pour commencer à investir et tout ça. J'imagine qu'il voulait y vendre d'autres choses, mais ça n'avait pas de sens parce qu'elle a embarqué dans le coaching et elle a fait comme 3-4 transactions dans la première année, puis il reste encore 20-25 ans de vie active, fait qu'il n'est pas trop tard. Puis dites-vous que quand on donne souvent dans le cours, dans le coaching, un immeuble par année, donc acheter un immeuble par année qu'on garde, puis au bout de 10 ans, on est millionnaire en actifs, en valeur nette aisément. Donc, il n'est pas trop tard, tant qu'à moi, Michel. Jean-Philippe, pas se bonifier là-dedans. Là. Non, écoute, oui, en fait, oui. Michel, c'est tout le monde, ça a déstabilisé les règles de la SCHL. On peut encore le faire en conventionnel. Là. Donc, il suffit juste de qualifier ces transactions en conventionnel plutôt qu'avec la SCHL. C'est ce que je fais en ce moment. Donc, je qualifie mes projets sur un retrait d'équité conventionnel et non pas SCHL. C'est encore possible. De le faire. Puis des fois, même en conventionnel, en ce moment, je suis surpris. D'ailleurs, je vais le dire, j'ai été surpris dans un refinancement avec Desjardins. Je sais que je l'avais entendu à quelques reprises, mais c'est la première fois qu'on me l'offre. J'ai eu un ratio de couverture de dette de 1,1 sur un refinancement. Donc là, ça commence à être... Quelle grosseur d'immeuble? Un 6 ou un 8? C'est un peu plus gros. C'est un refinancement de 2 millions, autour de 2,5 millions, mais 1,1 de ratio de couverture de dette. Je suis agréablement surpris. D'avoir ça en conventionnel. Donc, parfois, même quand les banques sont un peu collaboratives, les caisses sont un peu collaboratives ou les banques là, peuvent le faire aussi, ça devient quasiment aussi intéressant que la SCHL. Donc, à noter. Donc, ouais, dans ma réponse, Michel, je faisais fi de la SCHL parce qu'il ne faut pas que ça te bloque. Vas-y en conventionnel. Ça peut fonctionner. En passant, je ne sais pas si tu as entendu parler, Jean-Philippe, ça se pourrait que les banques suivent la SCHL. À voir. Mais ça me... J'ai entendu parler de ça. Je n'ai pas eu... ouais. En ce moment, j'en fais un. Ça va se closer. Est-ce que ça va être la suite? En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça parce que c'est sûr. Tu sais, être une banque, là, je sais pas. J'ai de la difficulté à y croire. J'ai de la difficulté à y croire que toutes les banques vont suivre ça, personnellement. Sinon, Michel, pour terminer, tu as 60 ans, même s'il y a des nouvelles règles, empêche-toi pas, refinance pour aller acheter, même avec la CHL, tu peux refinance pour aller acheter un autre immeuble, puis grossis comme ça. Hey, excellent. Je ne sais pas s'il y avait, Jean-Philippe, avais-tu une dernière question dans le chat? Oui, il y avait une dernière question. C'était Marie-Josée. Question générale de partenariat, Marie-Josée, ça fait toujours plaisir à répondre. Des conseils pour un partenariat, nouvelle compagnie à former. Okay, on va s'arrêter là tout de suite pour la question. Nouvelle compagnie à former, fiscaliste.
OK, donc tu vas aller voir un fiscaliste. C'est la question qui revient tout le temps. Et c'est la question qu'on ne veut pas répondre parce que c'est la plus grosse facture que tu vas payer à la fin de l'année, c'est ta facture d'impôt. Prends un spécialiste, va consulter. Parce que tu peux faire un partenariat en indivise, c'est-à-dire que tu peux acheter une propriété ensemble sans avoir une compagnie qui achète. En indivise ou en compagnie, les deux se font dans un partenariat. Après ça, un entrepreneur général, Marie-Josée, on va revenir un peu sur ce que j'ai dit. C'est quoi tes forces et tes faiblesses, Marie-Josée? Il va chercher de la complémentarité dans ton partenariat avec ton partenaire. Donc là, est-ce que tu as certaines faiblesses? Il va chercher de la complémentarité. Ça, c'est un partenariat actif. Puis il y a également les partenariats passifs, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui injecte de l'argent? Parce que là, tu me parlais d'entrepreneur général, donc c'est un partenariat actif. Partenariat passif, quelqu'un qui injecte de l'argent dans un projet. Ça peut être vu aussi. Et la question qu'on me pose, ça ressemble à quoi? Généralement, c'est 50-50. Quelqu'un qui trouve la transaction, optimise, fait tout le travail. Quelqu'un qui injecte l'argent qui devient partenaire avec toi. C'est important qu'il soit partenaire. Hein? Faites attention là, avec l'AML. Donc, vous devez être partenaire, consulter votre avocat pour être sûr que vous faites tout de la bonne façon pour être sûr d'être en règle là, avec ça. Donc, encore là, on enseigne tout ce qu'on enseigne, il faut que ça soit légal. Donc, un partenariat. Si tout est légal, tu fais le partenariat ensemble à 50-50 avec un partenaire passif, ça se voit aussi. Yvan, je sais que tu es un pro des partenariats aussi. Même écrit un article, je crois, sur le partenariat. Est-ce que c'est possible, me semble, de mémoire? J'ai fait quelques-uns, même dans notre livre. Oui, ben oui. Ben, c'est Richard, en tout cas, c'est moi et Richard qui l'avons écrit, là, mais oui, effectivement, est-ce que j'étais en train de finaliser le live, j'étais dans la finale. OK, c'est bon. Donc, nous, moi, je dois vous quitter. Jean-Philippe, si tu veux continuer jusqu'à 3 heures, pas de problème. Non. C'est bon. Non, je voulais savoir si tu voulais ajouter quelque chose sur Marie-Josée, mais vas-y, je te laisse. Regarde, on va faire la finale ensemble. Yes. Quand même, 55 minutes de questions et réponses. On espère que vous avez apprécié, comme à l'habitude. 145 personnes, 150. On a aussi dans ces eaux-là. Toujours agréable d'être avec vous les lundis pour vous accompagner dans votre lunch. Et n'oubliez pas, ceux qui veulent peut-être embarquer dans le Fast Track qui est commencé le 20 juin, encore de la place. Donc, on peut se joindre au Fast Track qui est une formation, c'est 5 formations sur 3 mois. Donc, durant l'été, on va être actif et il reste de la place. Donc, allez sur le site du club pour plus d'informations et vous inscrire. Des formations qui s'en viennent cette semaine. On a quand même 3 formations. Donc, une grosse semaine avant de tomber en vacances pour ma part. 2 semaines de vacances. On va parcourir le Québec. Peut-être aller à l'île d'Anticosti si jamais c'est possible d'y aller. Si ça tombe, si ça donne dans le timing. Et sinon, Jean-Philippe, un petit mot de la fin. Non, écoute, on a hâte de vous revoir. Là. Je sais que les règles vont bientôt nous permettre de se voir en salle de façon sécuritaire. Fait qu'on a bien hâte de vous revoir. Là. Pas qu'on n'aime pas ça, vous enseigner en ligne, mais toujours une belle énergie de vous enseigner en salle, de vous revoir, de faire un bon petit réseautage, c'est plaisant. Puis sinon, non, toujours un honneur et un privilège de partager l'écran avec toi, Yvan, comme à chaque semaine. Yes, ça va être spécial. De retourner en salle, là, moi, je suis comme habitué de parler devant l'écran. Il n'y a personne, tout ça, dans mon petit local chez nous. On va devoir, là, les gens. On va leur faire amener leur ordi, puis on va faire ça live pareil, mais en personne. Ouais. Puis vous allez voir, ceux qui nous ont jamais rencontrés, là, on existe pour vrai. Là. Okay, bien hâte de vous revoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça se peut que Jean-Philippe soit seul ou avec Jean-Pierre Dussault ou un invité ou peut-être M. Lépine également. Moi, je suis pas sûr que je vais être là à cause de la connexion Internet. Dépendamment de ce qu'on va être rendu dans la province, on ne sait pas si Internet va fonctionner. Si on veut le faire partir de la vanne, là, à l'intérieur de la vanne. Donc, on se passe les doigts. Et bon, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Jean-Philippe. Merci à tous et on se revoit lundi prochain. À bientôt. Bye. Bye tout le monde.